Mettech. Monsieur Hervé Tamaniuk nous fait l'honneur de venir nous parler du Platz et de la langue luxembourgeoise au-delà du Grand-Duché. Monsieur Tamaniuk a un DEA en géographie, mais est actif dans le domaine culturel depuis de longues années en tant que chef du service culturel de la ville de Sarreguemines en France et a de nombreuses publications scientifiques. Et ce soir, il va nous présenter ses travaux et sa réflexion d'une manière synthétique, pas trop académique, que nous puissions dialoguer et avoir un autre regard sur les enjeux linguistiques et politico-linguistiques autour des langues régionales minoritaires. Donc, vous avez quand même affaire à quelqu'un qui n'a jamais habité au Grand-Duché, mais qui peut dialoguer en luxembourgeois avec vous. Vous pouvez faire l'expérience d'ailleurs. Donc, je laisse la parole à M. Tamaniuk. Merci vielmals, Anatas. Merci vielmals, dass wir gekommen sind. Einen Lothringer zu horchen, der versucht, ein bisschen Letzteburgisch zu schwatzen, obwohl es nicht sein Mammspruch ist. Mein Mammspruch ist rein fränkisch. Also wenn ich jetzt so schwätze, ist das die Spruch von meiner Oma, von meiner Mama. Das heißt, dann ist rein fränkisch. Wir werden noch nicht drauf kommen, was rein fränkisch, Letzteburger fränkisch ist. L'invitation ici m'a beaucoup touché, puisqu'il y a quelques années de ça, un peu par un hasard heureux, j'avais rencontré effectivement Anatase, on avait rapidement dialogué à Esch sur Alzette, das war in der Kulturfabrik gewesen. Und wir haben ganz kurz über Spruchpolitik und die Indikatoren von der Spruch in Letzteburg im Vergleich mit der Indikatoren von der Spruch in Lothringen. Und das war so interessant, schon direkt mit dem Freund zu schwatzen, dass ich auch gern gekommen bin. Und dazu habe ich was anderes gehört. Ich habe gehört, dass du einen Verein gegründet hast, der Debrek heißt. Und das trifft mein Herz, weil vorher habe ich von meiner Mama gesprochen und von meiner Oma gesprochen, geschwätzt. Meine Oma hat in einer Gruvenkolonie, im Kohlerevier, also in der Grubenkolonie dans une cité minière im lothringischen Kohlerevier gewohnt und in der Brekestraße, donc dans la rue des Ponts. Et quelque part, comme je suis dans cet endroit, je me trouve un peu, merci Alexandre pour votre accueil, un peu comme dans la cuisine de ma grand-mère. Parce que finalement, il y a der gute Sessel, il y a un côté un peu vintage dans l'ameublement. Et j'allais presque dire des bonnes bouteilles aussi derrière, posées sur le buffet. Et je me sens un peu chez moi, au fond, en venant ici même. Je vais aborder, comme l'a présenté à l'instant, une problématique qui est très très forte dans tout le parcours qui m'a amené tout au long de ma carrière, c'est la relation de la langue à l'identité. Au fond, j'ai toujours trouvé tout à fait fascinant d'habiter dans cette région Sarre, Lorraine, Luxembourg, où au fond, on a une manière de vivre sur ce territoire en utilisant plusieurs langues, des langues différentes, qui sont souvent nos langues nationales ou les langues qu'on a apprises ou qui sont peut-être celles qu'on a apprises dans un autre pays que celui qui nous accueille aujourd'hui. Et au fond, où ce mélange linguistique est vraiment une chose, j'allais dire une caractéristique forte de cet espace. Et pour autant, et c'est là que la question du francique et du Platz va nous intéresser particulièrement, c'est que on va s'apercevoir, et ça c'est vraiment mon sujet principal, c'est que suivant l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire qu'on soit en Lorraine ou qu'on soit au Grand-Duché du Luxembourg ou qu'on soit en Sarre, eh bien la relation qu'il va s'ancrer ou qui va intégrer cette relation à la langue va être différente. Alors on peut passer tout de suite, mais il faut, ouais, si tu peux le faire, merci à toi.
passer à la petite diapo suivante, si c'est possible. Alors, comme je savais qu'on ne serait pas nécessairement 10 000, et comme j'ai une confiance très élémentaire avec les technologies, j'avais fait des photocopies. Alors, on va faire comme à l'école. Je vais vous distribuer la première diapo, que vous garderez si ça vous amuse, et qui correspond en fait à... et qui correspond en fait à cette première photographie. Alors, on ne retiendra pas énormément de choses et je ne vais pas vous faire un cours de linguistique générale, mais ce qui est intéressant, c'est juste de nous situer, c'est-à-dire de situer notre Letzenborgisch, notre francique, dans un ensemble de langues. Et quand vous voyez, tout à l'heure, je faisais référence au... peut-être tu peux passer directement à la diapo encore suivante. Voilà, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure, on va être dans un ensemble linguistique, famille de même famille. Vous voyez qu'ici nous avons le francique luxembourgeois. Und vorher habe ich Rheinfränkisch geschwätzt und der Rheinfränkische Stoff. Vous voyez, donc on est bien dans un ensemble ici qu'on intitule le moyen allemand. Alors ne me demandez pas, et on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est juste pour vous indiquer que cette situation linguistique fait que, und das haben wir vielleicht auch gehört, gesagt, wenn ich jetzt nur Rheinfränkisch schwätze, dass na bestimmt die Sprache auch verstehen, auch wenn er jetzt Letzeborgisch-Fränkisch schwätzen. Et peut-être la diapo suivante va vous éclairer encore davantage sur le pourquoi du comment. Parce que là, on a une cartographie, c'est un peu vaste, ne vous inquiétez pas de ça, on ne va pas trop s'appesantir, mais c'est juste pour comprendre ici que cette ligne un peu plus sombre, là, ligne noire, c'est la frontière française, c'est-à-dire qu'ici, on est dans le département de la Moselle. Ici, on est au Luxembourg. Et ce qui nous intéresse là, c'est plusieurs choses. C'est ce qu'en linguistique, on appelle les isoglosses. Alors, on ne retient pas grand-chose de ce mot-là pour nous, à ce stade de la conférence. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la différence de coloration qui est indiquée ici, ça c'est les linguistes, la linguistique qui nous a appris ça, nous permet de déterminer des zones, au fond, des zones dans lesquelles les langues sont parlées de manière nuancée. Alors par exemple, juste pour vous mettre la puce à l'oreille, ici, quand je vais vers l'Alsace, c'est-à-dire vers on va dire le côté plus au sud, on va dire de notre Grand Est, eh bien, il va y avoir la frontière du F et du P. On va dire ici, à Luxembourg, on va dire pour une pomme, Apple. Alors que quand on va être vers l'Alsace, on va prononcer le PF, on va dire Apfel, comme en allemand d'ailleurs. Et cette ligne de démarcation du PF, on va la retrouver dans plein d'autres mots en français. Par exemple, on va dire Punt, on va dire Pferd et pas Pfund oder ein Pferd. D'accord? Ça, c'est, encore une fois, retenez juste comme ça le nom isoglosse, c'est ce qui est le marqueur de la zone dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'à partir de ce marqueur de la perte du F après le P, on est dans la zone francique. Et à l'intérieur du francique, et on va revenir directement au luxembourgeois, eh bien, vous voyez que du nord vers le sud, je redis ici, on a la Lorraine, d'accord? Et bien du nord vers le sud, il y a encore des isoglosses différentes. Ça veut dire qu'il y a encore des nuances linguistiques. Par exemple, ici, c'est la frontière du das et du dat. Le dat, c'est vraiment la caractéristique du francique luxembourgeois. Bei uns im Rheinfränkisch sagen wir das Pferd, oder das Pferd, hein, besser gesagt. Et vous allez déjà prononcer le dat, d'accord?
cette frontière linguistique fait que souvent les gens disent, eh bien, on n'est pas dans la même famille de langues, mais bien au contraire. On est bien dans la même famille de langues, mais, je le redis, avec des nuances. Et puis ça va continuer comme ça, mais retenez simplement, ce qui est important à retenir ici, c'est que, on va le voir sur la carte suivante, si tu veux bien la mettre en route, c'est qu'en fait, on est pour le département qui intéresse celui dont je viens, c'est-à-dire le département de la Moselle, la Lorraine, où on a ici la ville dans laquelle je travaille, Sarreguemines, ici Forbach, ici Thionville. Eh bien, cette zone ici violet-bleu, toute cette grande zone de la région dans laquelle je travaille, j'habite, toute cette partie bleue, on parle le français. Et bien entendu, qu'il y a à l'intérieur de cette zone géographique où on parle cette langue, aussi ces fameuses isoglosses, c'est-à-dire ces passages. Ici, par exemple, la frontière, évidemment, celle que je vous ai dit tout à l'heure, du Das, Pferd. Ici, on va dire Pferd, à partir de l'Alsace, on va prononcer le PF, alors qu'ici, on va prononcer, comme vous au Luxembourg, le P sans F, on va éliminer le F, pour dire Apple, pour dire Punt, etc. Et ensuite, les isoglosses, ici, la frontière du Das, Dat. Et plus on va s'approcher du Luxembourg, plus on va aller vers Thionville, plus on va parler le luxembourgeois. Et cette question-là est très intéressante pour nous. Et je vais vous faire lecture d'un texte d'un poète lorrain qui s'appelle Daniel Laumsfeld. Et Daniel Laumsfeld, il a écrit en luxembourgeois, en fait. Il était originaire de la région de Sierck-les-Bains, donc vraiment sur on va dire à la toute proche frontière luxembourgophone. Et il a écrit, il s'est vraiment beaucoup intéressé à la question de la langue. Et il a écrit un texte que je ferai circuler après si vous voulez voir dans le livre, qui s'appelle en français Le bâton rouge, und auf Letzeburgisch-Fränkisch der rote Bengel. Et il parle de quoi? Il parle des punitions qu'il subissait, que lui, enfant, a subi parce qu'il utilisait le francique, c'est-à-dire où, à l'intérieur de l'école, on punissait les enfants parce que cette langue était en usage dans les années 80-90 encore, et il y a eu un système on appelle ça de punition, en fait, de discrimination à l'égard des enfants, des jeunes qui parlaient le luxembourgeois ou le platt, comme on dit chez nous. Da wo net wie sie geschwatzt haben, weißt du, wenn du in der Schule warst, erwischt den Dummen aus dem Schulhof warst. Sie haben mit dir den Spott gemacht, und sie haben gelacht, sie haben dich vermannt. Der, wo er platt schwatzt, kriegt eine rote Bengel an der Hand. Donc le bâton rouge était en fait un vrai bâton de couleur rouge, voilà, et qui marquait le fait que l'enfant qui portait ce bâton rouge, à la fin de la journée, était puni. C'était un système de punition, donc il était puni par le maître, et il devait, alors généralement la punition c'était, il devait écrire 100 fois « il est chic de parler français ». C'est généralement la punition la plus commune, mais ce type de punition s'est réalisé pas seulement en Lorraine, mais bien entendu pratiquement dans toute la France, à l'égard de toutes les langues en présence qui étaient autres que la langue française. Mais si je n'aurais intéressé, je pourrais vous expliquer pour quelle raison. En Belgique aussi. En Belgique aussi. Et natürlich, ja, nicht bloß in Lothringen, nicht bloß in Frankreich, mais au fond, il y a toujours ce principe de domination d'une langue par une autre langue. Hein. Ça, après, je pourrais vous... Oui, allez-y. Et mon père, qui est né en 1914, parlait donc le patois limousin, comme ils appelaient, et à l'école, il se faisait battre aussi s'il parlait le patois. Alors que tout le monde, c'était la langue régionale, on parlait que ça. À l'école, ils n'avaient pas le droit.
Mais je vais même vous raconter une chose incroyable. Il y a un poète, Raymond Collin, un poète qui est originaire de ce secteur-là de la Lorraine, Beach, qui est décédé là au mois de décembre dernier, et qui était vraiment un des plus fins poètes du francique dans cette zone-là. Et lui me disait, quand j'étais instituteur dans les années 60-70, j'ai puni les élèves parce qu'ils parlaient le plat, parce que c'était les textes réglementaires, parce qu'ils appliquaient, on va dire, la réglementation de l'époque, la langue de la République et le français. Donc l'apprentissage du français, c'est ce qui est arrivé malheureusement. On regarde tout ça aujourd'hui en se disant, mon Dieu, quelle bêtise, mais entendez que même parfois des locuteurs, même des gens qui étaient eux-mêmes les représentants finalement de l'État, l'ont aussi appliqué. Ce qu'il faut retenir de ça, ce qui est important à retenir, si tu veux passer à la diapo suivante, c'est que, bon, on n'arrive pas à lire, mais c'est pas grave, je vais faire rapide, c'est que il y a donc, entendez bien les choses on a vu jusqu'à présent, c'est qu'en fait, on est dans une zone où il y a une unité linguistique. Cette unité linguistique, je l'ai rapidement montrée, c'est-à-dire elle est liée à l'histoire linguistique de cette, on va dire, de cette grande région, pour appeler ça, je ne sais pas comment, Sarre, Lorraine, Luxembourg. Mais on a des histoires qui sont différentes, qui sont liées, au fond, au gouvernement auquel on est rattaché. Je n'ai pas du tout évoqué le côté allemand, qui est très intéressant d'ailleurs au passage. Le côté allemand, je vous dis juste pour que vous reteniez une toute courte histoire, c'est qu'en Allemagne, la question des Mundart, donc des langues régionales, on va dire ça comme ça, n'ont pas connu du tout la même histoire de répression qu'elles ont connue chez nous du côté français. Par contre, restent souvent dans un statut, je l'ai utilisé à l'instant, dans un statut de Mundart, c'est-à-dire, c'est intéressant d'ailleurs, ce mot je trouve très beau, c'est Mund, si on traduit, c'est la bouche, art, c'est l'art de la bouche. On pourrait dire qu'il y a effectivement la nuance linguistique qui est introduite chez les Allemands comme faisant partie du patrimoine, mais qui, attendez, je vais le faire passer. Et voilà. Tiens, attends. Et mais qui fait d'ailleurs que, encore une fois, même unité linguistique, mais situation politique différente. Situation politique différente, et vous allez voir après, peut-être même dans la discussion, que ça va avoir des incidences. Wenn wir dann zu der nächsten Bild kommen, das ist interessant. Voilà une affiche qui avait été créée, réalisée par des collègues, des amis d'une association qui s'appelle Weilangnach et qui sont installés à Thionville. Et elle est intéressante parce qu'elle démontre un peu comme une prise de position politique. J'ai parlé de la répression linguistique à l'instant, on l'a connue dans d'autres régions, et là, il y a tout d'un coup la revendication que Schweiz hors Platt. Alors ce qui est intéressant en regardant ça, c'est le hors Platt, c'est-à-dire c'est pas Schweiz Platt, c'est pas l'impératif, mais qu'on a finalement qu'on a acquis l'idée que cette langue est avec les autres langues en présence, pas en opposition avec les langues en présence, mais on va dire en égalité avec les autres langues en présence. Et puis, un besoin très très fort en Lorraine, plus qu'ailleurs, d'annoncer den Spruch als Schein. C'est-à-dire que, par le principe qui a été fortement, on va dire, de dévalorisation symbolique, on l'a vu dans l'histoire du Rote Bengel. En fait, le Rote Bengel, donc le bâton rouge, c'est plus qu'une punition. En fait. C'est surtout dire, cette langue, elle n'a pas le droit de citer l'histoire de votre grand-père. Non, mon père. Votre papa.
eh bien, n'a pas le droit de citer, mais pire que ça, dans l'endroit qui représente au fond la promotion, puisque c'est bien l'école, c'est donc le lieu où on va réussir son certificat d'études, ses études supérieures, etc. La langue de la maman, la langue maternelle, n'a pas droit de citer. Donc cette dévalorisation linguistique va peser aujourd'hui encore très très fortement sur l'identité des Mosellans, l'identité des Lorrains. Et l'affiche ici parle vraiment, j'allais presque dire pour elle-même. Ce qui fait d'ailleurs, sur la question qu'on évoquait tout à l'heure des différences on va dire, d'identification des trois zones linguistiques, luxembourgeois, Lorraine, Allemagne, Sarre, Palatina, c'est que très souvent, en France, on utilise pour parler de la langue un terme qui est connoté, qui est le patois. On utilise réellement, même dans le courant, la notion de patois. Il faut savoir que patois, quand on regarde, on ouvre un dictionnaire, c'est bien le terme, c'est un vieux terme français qui vient de pat, P-A-T, rien à voir avec unser Pat, c'est vraiment du roman, du latin en fait, mais qui veut dire langue vulgaire. Et on voit même, alors je l'ai même vécu moi personnellement en allant en Provence, vous voyez, vous allez dans le sud de la France, et puis vous vous retrouvez quand même dans le pays d'Armand Mistral. Armand Mistral, c'est sans doute un des plus grands poètes provençaux. Et quand vous parlez sur les places des villages, les gens disent « Ah ben oui, nous on parle le patois ». C'est-à-dire que les gens ont intégré la notion, on va dire, dévalorisante dans leur quotidien. Et si vous allez en Lorraine, vous l'aurez même écrit dans le journal local, dans le Républicain Lorrain, on ne va pas dire, ou très rarement, et voilà un livre paraît en francique, on va dire un livre en patois. C'est-à-dire que même le journaliste va, sans s'en apercevoir parfois, parce que ça, je le redis, c'est pas, entendez bien, il n'y a pas rien de machiavélique dans ce qui est opéré, mais c'est intégré comme quelque chose de très logique. Et ça nous intéresse, en tout cas ça nous interpelle tous ici politiquement, parce qu'on voit bien le lien qu'il y a entre l'identité de la personne et, là, on va dire quelque part, sa capacité de reconnaissance que peut avoir sa culture propre. Et quelle que soit sa culture en demeurant, quelle que soit sa culture. Mais à partir du moment où, pour reprendre une formule d'un proverbe africain qui dit « La main de celui qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit », donc on est bien dans un principe de domination. Et c'est ce principe de domination, au fond, qui est utilisé sur le plan linguistique, qui, en tout cas, nous interroge et doit nous interroger nécessairement quand on a la chance d'habiter notre secteur géographique. On va passer, je n'ai pas trop regardé l'heure, alors on va en passer peut-être rapidement, puisque j'ai déjà fait référence à Daniel Homsfeld et au texte Le bâton rouge, aux deux slides suivants. Et si tu veux, bien, on va... Oui, on va passer rapidement, c'est pas très utile de revenir là-dessus parce que là c'est plutôt de la géographie linguistique, mais je vais m'arrêter sur une tentative, un essai qui est réalisé dans notre secteur sur Sarreguemines où je travaille depuis quelques années, de remonter justement, de valoriser justement cette culture et cette langue. Alors, on a pour cela essayé de mettre en place une manifestation
qui rassemble tous azimuts, on va dire toutes les personnes qui essayent de valoriser la langue, alors que ce soit bien sûr les artistes, les poètes, les personnes qui, d'une manière ou de l'autre, font vivre la langue, et à travers des expressions artistiques diverses. Et je vais tout simplement, pour ne pas rentrer trop dans le détail, vous faire passer là quelques affiches du festival qui se déroule dans notre collectivité. Comme ça, on continue la distribution. Voilà, je vous ferai voyager un peu par les affiches. Et où on comprend, où on détecte, si vous voulez, au travers de ce travail, combien, j'allais dire, à la fois la population et surtout les jeunes sont encore très marqués par ce que j'appelais la dévalorisation symbolique de la langue, c'est-à-dire la question fondamentale, c'est warum soll ich die Sprache schwatzen? Sprache, wo ich nicht richtig Involvement für die jüngere Génération petite. Et grande différence avec le luxembourgeois, avec la région dans laquelle, ou dans le pays dans lequel on se trouve ici, c'est que la langue n'est absolument pas un critère sélectif. C'est-à-dire que la langue est au fond un plus qu'on peut parler dans le cercle familial, mais la seule vraie langue de la promotion de la réussite scolaire et de la réussite sociale reste le français. D'accord ? Et donc, en sous-main, en sous-jacent, et comparativement avec la situation qu'on a ici, on voit que à zone linguistique égale, les tensions, les situations, c'est finalement ça la thèse la plus importante que je voudrais que vous reteniez de mon intervention, correspond donc à cette, on va dire, cette différence d'identité et d'identification suivant qu'on se trouve en Lorraine, au Luxembourg. Letztes Bild für euch ist, wenn ich jetzt zur SIAG, vorher habe ich von SIAG geschwätzt, wenn ich jetzt zu SIAG gehe und ich dann Letzebuer Platz schwätze, in SIAG, ist das ein Patois. Ist das anerkannt als ein Patois. Der Bürgermeister von SIAG kann mir sagen, oh, du kannst auch Patois schwätzen. Und sobald ich über die Grenze komme, zu Opesch oder zu Letzeburg, ist das kein Patois mehr. Alors voyez bien que cette situation est très très bizarre au fond, très très étrange et en même temps très fascinante, hein, puisqu'on parle bien d'un passage de frontières symbolique, suivant que je suis d'un côté ou de l'autre, la même langue a une valeur différente. Je vous ai ramené, parce que vous voyez que j'aime bien les images, je vous ai ramené ici encore une petite photo que j'avais prise, je vais vous la faire passer. De temps en temps, il y a des choses très, très, très rigolotes. Ici, le village de Mainvillers, qui a écrit Maivilla et qui s'intitule Premier village de langue francique. Hein. Ça, c'est en Lorraine. Et on voit que, du coup, sans doute aussi lié à cette difficulté d'identité en de luxembourgeois. Mais c'est Schwitz, non, moi j'ai appris le luxembourgeois finalement assez tardivement. Assez tardivement, quand je suis arrivé en 2005, j'ai seulement appris en 2009 et j'ai appris dans le but d'acquérir la nationalité luxembourgeoise. C'était dans la loi, il fallait connaître le luxembourgeois. Et j'ai eu des cours tellement intensifs que j'ai pu, grâce à ça, rentrer à la fonction publique, en étant luxembourgeois, bien sûr. Et le professeur que j'avais donnait à un moment donné, je pense qu'il ne fait plus, des cours à Thionville, pour le frontalier justement. Donc lui, il travaillait en freelance, et dans le cadre d'une association qui s'appelle Moyel ASBL, et leur motif, c'est Engbreek für Rijkspraak.
fraude. Donc un pont pour notre langue. Voilà. Et maintenant, la fonction publique a vraiment besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il y a de plus en plus de postes qui sont plus réservés aux luxembourgeois, même dans des administrations assez sensibles, qui sont ouvertes aux ressortissants de l'Union européenne, et même pour des postes de niveau assez élevé. On engage maintenant des gens qui ne connaissent pas la langue luxembourgeoise, à qui on offre des cours payés par l'État pour apprendre le luxembourgeois alors qu'ils sont déjà engagés. Donc il y a eu depuis 2-3 ans un shift au niveau de la fonction publique vis-à-vis de la langue. Et mon prof disait aussi, quand il nous donnait les cours, le luxembourgeois c'est la langue d'intégration. Les cours étaient donnés dans le but d'obtenir la nationalité. Et il disait aussi le français c'est la langue de survie. Vous allez n'importe où, à un moment quelqu'un peut vous répondre et vous parler en français. Dans les magasins, dans les administrations, partout. Voilà. C'est très, très intéressant et très intelligent de la part de votre enseignant. Répond un peu d'ailleurs par ricochet à la question de la collègue sur la question des langues. Mais je me posais pendant que vous interveniez la question suivante. Je me suis dit, et quand l'économie ne marchera plus, c'est-à-dire que tout ça, vous voyez, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on l'entend, ça. Il y a une demande, à un moment donné, de l'économie, alors que moi, je ne me situe pas au niveau de l'économie. Là, encore une fois, petite anecdote liée à Alfred Jacquard. Mais si je ne me situe pas au niveau de l'économie, mais au niveau d'un territoire et de la culture d'un territoire, moi, ce qui m'intéresse, mais bien sûr, c'est génial qu'on puisse trouver du travail, heureusement qu'il y en a, entendez ce que je dis, mais je me situe quelque part dans un niveau plus philosophique, quoi, plus, j'oserais dire, plus écologique, hein, au fond, d'un territoire, d'une histoire commune ou pas, d'ailleurs, faut la lire, ou il faut l'écrire, ou il faut la construire, il faut la reconstruire, mais c'est là-dessus que moi je me situe. Et je trouve que si j'apprends, ce que je veux dire par là, si j'apprends une langue uniquement par son côté utilitaire, parce qu'elle va me permettre de, alors, voilà, je vais le faire, parce qu'il faut que je mange, quoi. Mais je ne rentrerai pas de la langue avec on va dire, l'intime, mais presque j'allais dire l'intime conviction que cette langue est belle, quoi. Weil letzteburgisch vorher war den Sport als schön. Den Sport als schön. Et oui, c'est ça la base d'une langue. L'occitan, c'est une langue extraordinaire, c'est une belle langue qui a donné à la poésie, j'allais dire européenne, poésie française, la poésie européenne, comment on appelle ça, des références incroyables. Et de la même manière, et pas moins d'une autre langue, mais aussi de celle-là. C'est-à-dire que cette langue, elle a cette valeur en soi. Et ça, c'est aussi très important. Nous, Français, on a été très déformés. Les Français ont été déformés dans une idée que je vais vous donner quand même, et qui est remise en cause par pas mal de philosophes et philosophes de la linguistique, qui est la suivante. C'est que la langue, je le rappelais tout à l'heure, article de la Constitution, article 1, la langue, le français est la langue de la République. Bums, fertig, aus. On ne parle plus d'autre chose. À partir du moment où vous acceptez cela, vous sous-entendez autre chose qui est beaucoup plus grave, parce qu'à la rigueur que la langue de la République est le français, mais vous sous-entendez autre chose. Ça veut dire que cette langue est le génie en soi. Alors que, et là je vais peut-être faire la révolution parmi vous, la langue française n'est pas géniale. Elle n'a pas d'autre génie que d'être la langue française. Une langue ne vaut que par les écrivains qui la modèlent, c'est-à-dire par les artistes, au fond, qui vont en faire une œuvre de l'humanité. Mais en soi, pas plus le français que l'italien, que le luxembourgeois. D'accord ?
Et à partir du moment où vous acceptez cette idée-là, déjà du côté français, vous ne vous faites pas nécessairement bien voir parce que vous remettez en cause quand même les fondamentaux. Là. Vous dites, oh là là, attention, l'académie, etc. Vous remettez quand même en cause un certain nombre de principes, de préceptes presque religieux. Il y a une forme, là c'est Bernard Cerchiglini qui évoquait cela, il y a une forme de religiosité dans la langue française qui est issue de son histoire et qui nous a fait croire là aussi que nous étions les héritiers du latin. C'est-à-dire que nous serions, cette langue là, que je suis en train de parler, malheureusement, ich weiß ein bisschen mehr Letzterpolisch schwatzen als nur Französisch, comme si finalement nous étions les héritiers du latin. Et de fait, ça nous donnerait une forme de supériorité. On parlait tout à l'heure de la supériorité des Français, que moi j'ai souvent vécu très mal, hein, personnellement, mais qu'il y a un côté très supérieur du français lié à son histoire, pas que à sa langue, tu vois. Mais donc, je termine là-dessus, juste pour répondre un peu à votre intervention là, sur les très, très intéressante sur le choix. Mais il y a plusieurs langues latines, il n'y a pas que le français, il y a l'italien, il y a l'espagnol, le portugais, tout ça sont des langues latines. Oui, alors pour l'italien vous dites vrai, mais on va dire presque l'onction du latin dans la langue française, l'onction du latin dans la construction du français, selon les préceptes anciens, j'entends, l'a fait, on va dire, directement dépendre du latin, ce qui n'est bien sûr pas vrai, c'est une vue de l'esprit, mais qui a été une forme de sacralisation de la langue. Hein, on a quelque part sacralisé cette langue, et pour ça, je répète, je vous renvoie vers le linguiste Bernard Cerchiglini. Merci. Yeah. Moi, je voulais quand même mentionner que lorsque moi j'étais petite, par exemple, le luxembourgeois n'était pas une langue. Yeah. D'ailleurs, on parlait, le luxembourgeois, c'était la langue du peuple. La bourgeoisie parlait français. Et même à la Chambre des députés, on parlait français. Toutes les lois également sont en français. Il y a eu des études concernant cette langue et maintenant elle est élevée au niveau de langue. Mais ce n'est même pas au Luxembourg qu'on a commencé à faire des recherches concernant cette langue. D'après ce que moi je sache, ça s'est fait à Trèves, à l'université de Trèves, qu'on a commencé à faire des recherches, apparemment également à l'université de Moscou. Bizarrement, aucune idée, mais toujours est-il que les luxembourgeois n'étaient pas, je ne sais pas s'ils n'étaient pas aimés, mais les luxembourgeois ont quand même, maintenant c'est un peu différent, mais avec un peu de mépris quand même pour leur langue. Mais les livres et les enfants qui sont scolarisés, ils apprennent à lire en allemand. Oui, ils apprennent à lire en allemand. Et de mon temps, on apprenait pas le... D'ailleurs, il n'y avait pas d'orthographie. Maintenant, mais ce n'est même pas encore l'orthographie définitive parce qu'ils font toujours des recherches. Et de mon temps, on n'apprenait pas le luxembourgeois à l'école. Il y avait, je pense, une heure, dans l'école primaire, je pense qu'il y avait une heure par semaine où on apprenait des poèmes, des trucs, mais vraiment très, 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 très marginal. Ça aussi, il faut le savoir. Je pense pour cette discussion, c'est quand même aussi intéressant de le savoir. Alors, merci beaucoup. C'est comme une relation aussi un peu ambiguë. Oui, tout à fait. Mais vous avez, votre expérience personnelle et porte en ça. C'était d'ailleurs une discussion qu'on avait tout à l'heure dans la voiture en venant ici. Et votre propos est vraiment, plutôt le témoignage est vraiment intéressant. Et là encore une fois, j'en appelle à la science, c'est-à-dire j'en appelle à l'absence. Mais alors là, je vais me tourner du côté des Lorrains. Moi, je milite depuis très longtemps
pour que les universités, en particulier l'université de la Grande Région et l'université de Lorraine, travaillent sur ces sujets-là. Ce qui est le plus décevant, c'est de s'apercevoir, alors que je le crois vraiment sincèrement, j'espère en tout cas que le petite discussion qui a eu lieu, la petite présentation que j'ai faite, vous la confirmez, qu'il y a de la matière de recherche tout à fait essentielle, et encore une fois, pas de la recherche pour la recherche, mais de la recherche parce qu'elle va constituer, parce qu'elle va construire justement des pistes pour le futur. C'est-à-dire que l'expérience que vous relatez démontre que les choses ont changé. Moi, ce que je ressens, si vous voulez, en observant le Luxembourg, mais de très loin, parce que je viens assez rarement au Luxembourg, mais c'est qu'il y a très sincèrement, réellement une évolution très importante entre les années que j'évoquais tout à l'heure, les années de combat antinucléaire, et la période aujourd'hui où le Luxembourg, la langue luxembourgeoise, a pris une place extrêmement importante dans la société. Et ça, c'est un sujet d'étude exceptionnel, vraiment. Et si on le compare à ce que j'appelais tout à l'heure la fonte des glaces, c'est-à-dire à la perte progressive du luxembourgeois et de la version francique luxembourgeoise dans la zone de la Lorraine, ben voilà, rien que ça, vous avez une étude comparée. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle étude comparée en dehors de ça. Donc, appel aux sociologues, aux linguistes, voilà. La discussion, y compris scientifique, se cristallise déjà autour de ceux qui pensent qu'on parle moins le luxembourgeois qu'avant, et ceux qui au contraire démontrent, regardez, il y a de plus en plus d'écrits, maintenant il y a une orthographe officielle, on enseigne, il y a des cours, et on s'aperçoit que tout le monde a raison. Parce que, c'est vrai que pour aller à l'épicerie du coin, parfois on ne peut même pas parler luxembourgeois. Par contre, et c'est vrai que maintenant on a la Bible en luxembourgeois, on a des écrits, des romans, des films, c'est passionnant. Et moi, si je peux apporter un témoignage personnel aussi sur la charge émotionnelle et aussi le statut politique des langues. Bon, nous ici peut-être on n'est pas représentatif de la société. Personnellement, j'ai appris très tôt le russe en plus du bulgare. Je suis formé de telle sorte que, quoi qu'il arrive, quoi que fassent les Russes, par exemple en ce moment, il y a des guerres, je ne vais pas pour autant cesser d'aimer la langue de Pouchkine. Ouais, ça me paraît absurde que mon attitude à l'égard de la langue de Pouchkine change en fonction de ce qui se passe dans le monde. Bien d'accord. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Et tu as parlé de la Constitution française. Maintenant, il est question que la nouvelle Constitution luxembourgeoise dispose, de façon un peu similaire, la langue du pays et le luxembourgeois. Donc en France, c'est la langue de la République et le français. Au Luxembourg, ce sera la langue du pays et le luxembourgeois. Et c'est à peu près sûr que ça sera adopté, que ça va passer. Donc symboliquement, les choses évoluent. Ça veut dire que le luxembourgeois était même interdit à la Chambre des députés avant la guerre, parce que j'ai fait quelques recherches. La plupart des gens ne le savent pas, le règlement intérieur interdisait le luxembourgeois, c'était français et allemand, le choix. Maintenant, on passe à l'autre extrême, c'est-à-dire que si on dit moi je préfère le français ou l'allemand pour communiquer à la Chambre des députés, la langue du pays est le luxembourgeois. Oui, la même chose dans les conseils communaux. Oui. Pour rejoindre ce que tu dis, moi mon livre de chevet là depuis une semaine, c'est Tolstoï. Donc je fais un peu comme toi, c'est-à-dire je me suis dit c'est le moment ou jamais de relire la grande littérature russe, parce que je crois qu'il faut vraiment séparer évidemment l'émotion et la violence du temps, et puis la profondeur de l'âme et de la richesse d'une culture. Mais pour rejoindre aussi ce que vous disiez, je crois, en écoutant un peu cette histoire récente, qui a un lien, alors sur lequel je n'ai pas pu rentrer parce que ce n'est pas ma spécialité, mais bien sûr entre
quand moi je parle d'identité, mais aussi entre la structuration juridique, c'est-à-dire la manière dont les choses sont appelées à un moment donné, et appelées juridiquement, cadrées dans on va dire dans une constitution ou dans des lois, et comment on appelle ça, et la réalité, et son application, et leur application. Hein. La France, rappelez-vous, n'a pas signé la charte pour les langues régionales. C'est-à-dire que la charte européenne des langues est restée pour l'instant sans signature de la part de la France pour une raison assez simple, on comprend, puisque elle nécessiterait, pour que la France la signe, qu'on change la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution est bloquante, on va dire ça comme ça, c'est le bon terme juridique, par rapport à la signature de la charte. Et alors même qu'il n'y a pas un élu, pas un président de la République, pas un maire, pas un truc, qui ne cesse de dire « Ah, c'est quand même formidable, la richesse, la diversité, hein, notre grand beau pays », je parle de la France, notre grand beau pays qui vit de toute cette richesse. J'ai même entendu pendant la campagne électorale des propos de ce type-là, des présidentielles, électorales et des présidentielles, mais alors vous vous dites « Oui, mais alors qu'avez-vous fait quoi? C'est-à-dire quelle est la réalité, hein, comment mettez-vous en œuvre les choses. Donc, tu vois, je crois que là-dessus, tu as tout à fait raison. Rappeler à la fois l'histoire récente du Luxembourg, vraiment récente, ce qui fait d'ailleurs que c'est vraiment, moi je trouve, une chance historique qu'on a, parce que là, on a un modèle, et puis aussi, toujours garder, parce que je pense qu'on est là, entre nous, aussi intéressé par la question de la tolérance, par la question de la non-exclusion, on va dire ça comme ça, mais toujours garder à l'esprit qu'il y a toujours un risque de dérapage. C'est-à-dire il y a toujours un risque que moi j'appellerais d'exclusion. Moi je le vois très très fortement aujourd'hui, pour revenir à la région de Lorraine où j'habite, où si vous voulez, la langue peut aussi être une manière d'exclure l'autre. C'est de dire ist nicht von da. Der Law ist nicht von da. Kann nicht platt, sagt man platt mit Letztepolisch, kann kein platt schützen. Ist nicht von da. C'est-à-dire que le principe de l'exclusion est lié directement aussi à ça. C'est-à-dire celui qui parle pas. Et quand vous regardez un peu aujourd'hui les gens qui brandissent les drapeaux, et là je vais terminer, parce que je crois que peut-être l'heure est là, en citant un grand poète occitan qui disait la chose suivante, il disait « Il n'y a pas de nom à mon pays, il n'y a pas de drapeau à mon pays, parce qu'il n'y a pas de drapeau sans prison. » Voilà, merci à vous. Merci. Merci.